Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le catalogue de l'assistant, épisode 9. Je suis Elvis Fiati, animateur. Je suis ici aujourd'hui avec deux belles invitées et elles vont se présenter et on commence la session. Bienvenue. Merci. Alessandra, tu peux te présenter? Bonjour, je suis Alexandra. J'étais ancienne assistante ambassadrice pour la langue portugaise en France pour l'année 21-22. Et je suis actuellement vice-présidente de l'association Elle, qui vise à promouvoir le programme et à garder le contact avec celui-ci. Céline? Pour ma part, je suis Alessandra, tu peux te présenter? Je suis ex-assistante ambassadrice au Portugal de langue française en 2022-2023. Et aujourd'hui, je suis étudiante en relations internationales, mais je suis membre de l'association Elle et je tends à promouvoir également. Ok, c'est ça. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, le thème d'aujourd'hui se portera sur ce que l'assistant de langue doit faire à la fin de son contrat. Je veux dire ce que l'assistant de langue doit faire avant de repartir dans son pays d'origine. Donc, Alessandra va nous lire le guide de l'assistant de langue qui parle aussi de les démarches à suivre avant la fin de mission des assistants de langue. Donc, tu peux nous lire ça? Oui, donc à la page 34 du guide des assistants, on a une petite partie qui parle précisément de quoi faire à la fin de notre mission, notamment qui doit-on prévenir. Et bien évidemment, les premières personnes à prévenir, je lis du coup, au sein de votre établissement et école, il faut bien informer les élèves, les collègues, les gestionnaires et les chefs d'établissement ou le directeur d'école du départ. Je pense que les tuteurs aussi de chaque établissement auquel nous sommes affectés. C'est aussi recommandé de prévenir le propriétaire. Donc ça, j'imagine, ça doit être de la partie donc jolie. N'oubliez pas de prévenir votre propriétaire de votre départ de France pour résilier votre bail ou votre contrat de location. Pour récupérer votre caution, il faudra effectuer l'état des lieux de votre appartement. S'il s'avère que les dégâts ont été causés pendant votre séjour, le propriétaire ou l'agence est susceptible de garder votre caution pour faire des réparations qui s'imposent. Comptez pour la restitution de votre caution un délai maximum d'1 mois à compter du jour où vous remettez les clés de l'appartement à votre propriétaire. Donc, il est aussi recommandé de faire des démarches auprès de la banque si vous avez ouvert un compte bancaire en France. Donc, ne fermez pas votre compte bancaire avant d'avoir reçu votre dernier salaire du mois et la caution de votre location. Contactez votre banque pour plus d'informations sur la fermeture de ce compte. Okay. Il y a aussi le SPAM de Paris. Vous devez envoyer un formulaire ainsi que la carte vitale à la SPAM. En cas de non-réception de la carte vitale, il convient tout de même d'informer le SPAM. Je pense que ça doit être la sécurité sociale de votre départ définitif. D'autres organismes à prévenir, donc contactez la poste pour que le courrier soit expédié dans votre pays d'origine, la compagnie d'électricité, de le gaz, votre compagnie de téléphone, internet, la CAF, votre assurance française. Tout autre formulaire, comme un formulaire U1, est disponible sur Internet. Parler de qui doit-on prévenir, donc maintenant, que faire? Donc, on doit demander notre attestation de service. Donc, avant de partir de notre établissement, de bien parler au directeur de l'école et compléter l'attestation de service disponible sur le site Internet de France Éducation Internationale. Attention, ce document pourra vous être utile pour justifier votre expérience auprès des futurs employeurs et de votre université dans votre pays d'origine. Il faut bien compléter une enquête en ligne, donc une enquête de satisfaction des assistants de langue française, de langue en France. Un compte rendu du séjour de l'assistant de langue vous sera envoyé par mail
sera envoyé par France Éducation Internationale sur votre adresse mail électronique courant mars 2024, mars de l'année en cours. Nous comptons, donc France Éducation Internationale compte sur vous pour faire un bilan de votre année, pour vous aider à améliorer le programme pour les futurs assistants. Et il est aussi important de se renseigner sur les impôts. Vous n'êtes pas imposable, toutefois, comme tous les salariés français, vous devez déclarer vos revenus. La déclaration des revenus est obligatoire, quel que soit le montant de vos revenus, même s'ils sont nuls ou très faibles. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ne modifie pas cette obligation. La déclaration des revenus permet de faire un bilan de l'ensemble des revenus du loyer fiscal sur l'année. Après votre séjour? Non. OK, là, c'est bon. Donc, ça veut dire que, premièrement, il faut informer les élèves, les collègues, ton professeur référent et le chef de l'établissement, votre propriétaire si vous êtes logé hors de l'établissement. Moi, par exemple, je suis logé dans l'établissement, donc j'ai déjà donné l'avis à ma professeure référente, votre banque aussi. Et très important ici pour la banque, pour les assistants de langue étrangère en France, il faut que la banque laisse le compte actif jusqu'au 31 mai. Mais je ne sais pas pour les assistants de langue française à l'étranger. Donc, est-ce que Céris, tu peux nous donner un avis sur ça? Au Portugal, il faut également ouvrir un compte bancaire dans le pays. Et donc, il faut faire attention à bien avoir reçu sa paye finale, mais aussi les remboursements des réunions et des déplacements qu'on a pu faire dans l'année, parce que c'est important. Sinon, après, les démarches, elles sont beaucoup trop longues s'ils doivent passer par le compte bancaire français. Donc oui, c'est quelque chose auquel, même si on est rentré en France, faut essayer de prolonger au plus tard possible la fermeture du compte bancaire. Donc, ça veut dire que si tu es assistant de langue française à l'étranger, tu peux être payé sur ton compte français en France? Alors, pour le Portugal, non, parce que on était employé par la DGE, donc la Direction Générale de l'Éducation, donc on est payé par l'État portugais. Donc, ils avaient besoin d'avoir beaucoup d'informations, telles que le NIB, et un NIB, c'est uniquement portugais. Et dans quel mois la banque doit fermer le compte? Je dirais, on a terminé en retard, parce qu'on a commencé en retard. Donc, on a commencé en octobre, donc on finissait en mai, il faut attendre un peu fin juin pour pouvoir le fermer. Je dirais un mois après la fin de notre assistanat. OK, donc pour les assistants de langue étrangère en France, le contrat termine le 30 avril. Donc, le compte doit être fermé après le 31 mai. Oui, c'est la même chose. C'est ce que c'est. Donc, c'est la même chose. OK. Donc, et les autres organismes. Donc, Alessandra, à part ces conditions à remplir et tout, est-ce qu'il y a d'autres courses à faire ou bien d'autres démarches à prendre par les assistants de langue en France? Si tu as d'autres conseils à donner sur ça? Alors, les démarches administratives, elles ont tous été mentionnées. Mais après, il y a les démarches pour ce qui vient après le programme des assistants. Et moi, je conseille à tous les assistants de prendre contact avec, surtout les assistants ambassadeurs, de prendre contact avec les autorités locales de son pays d'origine ou même ici en France, liées au programme, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on va faire après le programme. Donc, soit on reprend les études, soit on recherche de nouvelles opportunités de travail, de stage, de quoi que ce soit. Et prendre ce contact peut être d'une grande aide. Donc, des démarches administratives, je ne dirais pas qu'il y en a davantage, mais les démarches pour notre poursuite professionnelle
ce qui vient après, moi, je conseille tous les assistants de prendre contact, de créer un petit réseau autour, de valoriser cette expérience. OK, c'est bon. Et Cerise, comment se passent les démarches administratives au Portugal? C'est à peu près la même chose que tout ce qui a été mentionné. Il faut rendre son logement, il faut fermer son compte bancaire, il faut bien garder par contre ses fiches de paye, parce que quand on revient en France, même si on n'est pas imposable, il faut déclarer également tout ce qu'on a gagné à l'étranger. Et par contre, nous, on avait un questionnaire interne, pas seulement celui de France Éducation Internationale, mais aussi celui de la DGE à remplir. Et on avait également un relatorio final à faire. Donc, c'est un genre de bilan dans lequel il nous pose des questions sur l'intégration, sur nos activités qui ont été développées, sur les aspects positifs et négatifs de l'assistanat. Et ça, il faut bien le faire, parce qu'il faut le faire dans la langue du pays. Et il faut le faire en coordination avec son référent. Donc, c'est à faire un tout petit peu avant, mais ça peut être rendu après. Donc, c'est important de le terminer. Et sinon, je dirais rien de spécial. Ne pas oublier de prendre les contacts des amis qu'on s'est fait là-bas. Et ça, on ne le dit pas assez. Mais très important. Et puis voilà. Et je suis d'accord, mais je pense que pour les Français, c'est un peu différent. Parce que par exemple, moi, je suis rentrée en master. Et donc, avant la fin de l'assistanat, je devais déjà faire les démarches pour rentrer dans un nouveau master. Donc, et il y en a qui faisaient leurs études en même temps que l'assistanat. Donc, c'est un peu différent. Donc, je pense que c'est aussi important, comme Alexandra a dit, de garder contact et de faire en sorte de valoriser l'expérience. De prendre comme pour avoir un réseau un peu plus grand à la suite du programme. Et est-ce qu'il y a d'autres frais supplémentaires? Est-ce que les choses sont chères dans ton pays d'accueil comparativement à la France et tout? Si tu peux donner un avis sur ça? La vie quotidienne au Portugal, en général, comparée à la France, elle est moins chère, que ce soit dans l'alimentaire, l'hygiène, un peu tout. À part pour le logement, c'est un peu compliqué de trouver un logement, surtout dans les plus petites villes. Et on n'est pas nécessairement dans les grandes villes en tant qu'assistant, donc il faut faire le bouche à oreille, il faut aller dans les petits cafés et dire bonjour, je cherche un logement s'il vous plaît. Et donc ça peut être facilement onéreux, surtout si vous êtes à Lisbonne ou à Porto. Mais sinon, je dirais qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Moi, je sais que je suis venue avec ma voiture. Donc ça, il fallait que je l'enregistre au niveau de l'État portugais. Mais après, le reste, rien de spécial à dire. Et le permis de conduire, tu peux utiliser celui de la France là? Oui, c'est ça. C'est un permis. Quand on arrive au Portugal, il faut prouver sa citoyenneté européenne. Il faut avoir un petit papier qui dit qu'on est bien citoyen de l'Union européenne. Et après, le permis fonctionne, on a la citoyenneté, donc les démarches elles sont plus rapides. Il faut juste avoir son numéro de sécurité sociale dans une loge des citadins et c'est tout. Ok, là c'est bon. Et donc, dans quelle ville au Portugal, Céris? Pardon? Tu étais dans quelle ville au Portugal? Je logeais à Vila Nova de Famalicão et j'enseignais à Santo Tirso, dans le nord. Enfin, toi tu sais, mais... Ah, ok. Tu as une voiture, donc c'est normal. Pour ceux qui peuvent et qui viennent de France, qui viennent faire l'assistanat au Portugal, je conseille de prendre la voiture parce que au niveau des transports en commun, entre les petites villes, c'est pas très bien desservi. Et il faut savoir qu'en tant qu'assistant, on n'avait pas seulement les classes, on avait aussi la sensibilisation dans les écoles de l'agrupamento de escolas. Donc c'est plein de petites écoles qui appartiennent au gros établissement. Et donc pour y aller, je sais pas comment j'aurais fait sans ma voiture parce que c'est vraiment pas très bien desservi au niveau bus. Par contre, le train pour aller dans les grandes villes, c'est pas cher et c'est pratique. Mais sinon, ce serait compliqué. Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui ne peuvent pas avoir une voiture? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De se faire des amis rapidement.
de se faire des amis rapidement, de bien parler avec les professeurs. Ils sont super gentils, ils vont bien vouloir. Là, j'avais trouvé mon logement avant de venir, mais j'ai appris que si j'avais eu besoin, il y a des professeurs qui auraient pu me loger, donc j'aurais été pas loin de l'école, plein de trucs comme ça. Donc, faut vraiment communiquer beaucoup avec les personnes qui sont là autour de nous pour nous accueillir et se faire des amis, parce que aussi dans la vie sociale, si on est éloigné un peu de la vie, on n'est pas étudiant, mais on n'est pas des travailleurs très âgés. Donc, au niveau des professeurs, on n'a pas le même âge qu'eux. Donc, pour se créer un cercle social assez vivant, je pense qu'il faut faire ça rapidement. Voilà. Évidemment. Moi, je sais que les activités de rencontre, ça a bien marché. Il y a une application qui s'appelle Bumble qu'on peut mettre en version amie. Et donc, j'avais mis en version amie pour trouver des personnes autour de moi. Bon, j'ai réussi à trouver une Française, mais... Ok. C'est bon ça. Et est-ce que, Alessandra, tu peux nous parler de l'enseignement dans la classe, comment tu enseignais, la relation entre toi et les élèves et tout, ton expérience dans la classe? Ok, moi j'étais dans un collège, j'étais à Fontainebleau et je faisais des cours toute la journée, le lundi et le mardi. Et tu enseignais quelle langue? Le portugais. Ok. Moi voilà, j'étais... En fait, moi je vivais en France, mais j'ai fait ma scolarité au Portugal, donc j'ai pu faire assistante de portugais ici, et ça m'a un peu... pour moi, c'était un peu un job étudiant. Donc, je faisais ça à côté des études. Et l'enseignement en classe, pour revenir à la question, c'était assez amusant. Moi, j'utilisais beaucoup des aspects culturels de la culture portugaise qui ne sont pas vraiment connus en France. Je ne suis pas allée chercher les Pumba, etc., que tout le monde connaît de la culture portugaise. J'ai vraiment utilisé, par exemple, j'étais dans un collège, donc j'avais jusqu'à la 3e, si je ne me trompe pas, de 6e ou 3e. Et selon l'âge des étudiants, selon la classe, selon ce qu'ils étaient en train d'apprendre à ce moment-là, j'allais chercher des chansons portugaises ou lusophones autour de ce thème. Je m'en souviens qu'à un moment donné, le prof il était en train d'apprendre les différents pays lusophones aux étudiants, et moi je suis allée chercher une musique qui parle beaucoup de la colonisation portugaise. C'était pas ça l'objectif, mais dans cette chanson, il y avait tous les pays lusophones. Je sais pas si tu connais Série, si tu as connu, elle s'appelle O Conquistador. Et du coup, elle disait en portugais le nom des pays de langue portugaise. Et en fait, je me suis servi des outils comme ça. Ou par exemple, pour les étudiants de 6e, quand ils apprenaient encore les lettres en portugais, je suis allée chercher des musiques qui chantaient les lettres en portugais de manière rigolote. Donc on dansait en classe, on faisait des jeux. Moi j'étais surtout, en fait, dès le début de l'année, je me suis arrangée avec le professeur. Il m'a demandé ce que moi je préférais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'avais le côté ludique à faire. Moi j'aime bien rigoler avec les étudiants. En fait, j'ai gardé toute la partie ludique. Et grammatique, la partie grammaticale et écrite, ça c'est resté du côté du professeur. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de jeu que tu joues avec les élèves en classe? Alors, je fais beaucoup le jeu du pendu. Après, on a fait des jeux. En fait, il y a une association portugaise lusophone ici en France, dont j'ai été secrétaire générale. Et cette association, elle a un magazine donc mensuel pour les plus grands et triannuel pour les plus petits. Et elle sortait des jeux et des activités dans ce magazine. Et du coup, on faisait ces activités en classe, et on a aussi écrit des articles pour ce magazine. C'était aussi à l'époque la saison croisée entre le Portugal et la France, donc on a beaucoup travaillé autour de l'océan. Il y avait beaucoup de ressources qui étaient mises à disposition pour faire ces activités ludiques.
Donc, voilà. Après, on a construit des cartes pour la gastronomie. On a fait plein de choses. On a fait des petits vidéos pour participer à des concours des associations portugaises, précisément d'autres associations portugaises en France. Donc, en fait, c'est ça. Je me servais de ce qui se faisait en France en liaison avec le Portugal et la lusophonie, les associations lusophones. Et je me suis dit, ça serait cool de participer aux activités proposées de manière ludique, parce que ça mettait aussi les étudiants en contact avec le monde lusophone ici en France. Et ça permettrait à eux d'avoir plus d'outils aussi si vous voulez garder ce contact pour la suite, si vous voulez apprendre davantage. Voilà. Et quel est ton plat portugais préféré? Alors, moi je suis valenciana, donc du coup ça va être carne porca alentejana. Donc c'est un plat typique du sud du Portugal, de la région d'Alentejo. Donc c'est. Je t'ai pas bien saisi, hein? Quoi? Je t'ai pas bien saisi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de traduction française. Le nom du plat. Je sais pas s'il y a des traductions françaises, Cyril, dis-moi. Okay. J'ai pas entendu correctement non plus. C'est carne porca alentejana. Tu sais, il y a. C'est la viande de porc faite à la mode de la région, quoi. Okay. C'est un peu du terroir. Sinon, j'aime beaucoup Açorda. En fait, dans ma région, que c'était entre Lisbonne et Algarve. Donc, il y a beaucoup la tradition de manger du pain. C'était une région qui vivait beaucoup de la campagne et du blé. Et donc, on avait beaucoup de pain. Et j'arrive pas à choisir un, mais celui qui me vient à la tête tout de suite quand je me demande, c'est celui-là. Mais après, j'aime beaucoup Açorda. J'aime tout. Et quelle est ta chanson préférée que tu enseignes aux élèves, si tu peux? Alors, je les ai enseigné une chanson de Cesária Évora, donc une chanteuse capverdienne qui s'appelle Saudade. Celle-là, elle m'a marquée quand je l'ai appris aux étudiants parce qu'on a dansé en classe. Et c'est celle que j'ai plus aimé à enseigner aux étudiants. Après, je les ai appris d'autres et on faisait un peu aussi, je leur donnais les paroles de la chanson, je les faisais écouter et remplir des petites places vides dans la chanson pour qu'ils, selon le vocabulaire. Tu aimerais bien nous chanter cette chanson si tu veux? Ce serait très génial, tu vois. Moi, je parle pas portugais, tu vois, je peux avoir cet intérêt-là, tu vois. Je peux t'envoyer la chanson. Non, je vais dire freestyle, tu vois, a cappella. Non, quelque chose juste petit, si tu veux. Hein. Je pense pas que ça soit recommandé de mettre en épreuve mes cordes vocales. Okay. mais je peux la partager si tu veux. Je partage ici le lien de cette chanson. Après, voilà, je les ai aussi montré qu'il y a plus que Pimba, qu'il y a plus que Cristiano Ronaldo, parce que c'était vraiment ce que les étudiants ils connaissent, qu'il y a plus que Fernando Alonso. Enfin, moi, j'ai essayé de montrer des choses un peu différentes, quoi. Donc, on n'en a jamais parlé de Ronaldo, mais il y avait beaucoup des étudiants qui voulaient travailler sur des articles de sport aussi, donc ils revenaient souvent avec Ronaldo. Mais j'essayais d'aller au-delà et de montrer des choses qu'on connaît pas forcément ici. Je m'en souviens de les avoir aussi appris un chant alentejano qui est patrimoine de l'UNESCO. Voilà. J'essaie de sortir un peu de ce qu'on voit souvent dans les associations portugaises ici aussi. C'est génial. Et Céris, comment ça se passe chez toi? Comment est-ce que tu enseignes le français, le portugais et tout? Juste avant, j'aurais une question pour Alexandra. Est-ce que les élèves ils étaient au courant que tu parlais français ou tu leur as caché? Ok, c'est une très belle question. Je leur ai caché et en vrai, parce qu'en fait tout le monde nous conseillait de pas dire qu'on parlait français
On s'était mis d'accord aussi avec mon professeur tuteur au collège. Donc, initialement, je ne les ai pas dit, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont commencé à comprendre que je comprenais leurs blagues. Enfin, je rigole forcément après et à la fin, à la fin ou à la moitié, quand je voyais qu'ils commençaient à comprendre, des fois, je voyais des bêtises en classe, notamment dans les 8e, je pense que c'était les plus compliqués. Tu vois, c'était 3e année de collège, genre, il y a 6e, après c'est... 4e. Ouais, 4e, c'était les plus compliqués. Ils faisaient pas de bêtises en classe, et bah, à un moment donné, genre, je pense que je me suis fâchée parce que vraiment, ils faisaient pas ce que le prof leur disait. C'était un peu... c'était une classe plus compliquée à gérer. Et je pense que ils ont compris direct que je parlais français parce que vraiment... Tu t'es fâchée, tu as parlé français. Ouais. Ok. Ok. Ben, et toi, t'avais fait moi, j'ai pas vraiment eu à le faire comprendre parce que j'apprenais encore la langue. Donc, je faisais genre que j'avais un niveau vraiment très très bas par rapport à ce que j'avais. Donc, en sorte qu'ils pensent que je ne comprenne pas ce qu'ils disent. Mais en fait, moi, j'ai eu un souci pendant enfin, non, c'est pas un souci, mais en gros, ma professeure référente, elle a été en arrêt pendant à peu près 1 mois, en mars. Okay. Et donc, parfois, j'ai dû prendre les classes toute seule. Mais on m'avait proposé, j'étais pas obligée d'accepter, mais sauf que ils voulaient pas que je continue le programme, mais quand même, et c'était pas une garderie. Donc, à un moment, si je voulais me faire comprendre, il a fallu que je parle portugais. C'était un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, bah, on devait beaucoup respecter le programme. Il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours par semaine. Donc, ça a été assez compliqué d'allier ma présence, surtout que le programme, il a commencé en retard. Donc, quand je suis arrivée, il était déjà dans les évaluations. Donc, j'ai pas pu me présenter correctement. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Mais sinon, j'ai fait beaucoup de chants, beaucoup m'éloigner de la culture oui, oui, baguette, la France, c'est la Tour Eiffel. Au début, j'ai joué avec ça. Par exemple, quand il a fallu créer le club de français, l'affiche, c'était que ça. C'était la baguette, la Tour Eiffel, le drapeau français. Et au fur et à mesure de l'année, dans les cours et même dans le club de français, je me suis éloignée de ça. J'ai plus prôné la francophonie. Et notamment, je me suis beaucoup investie au mois de mars pour la semaine de la francophonie. On a fait du karaoké avec toute l'école, on a fait des danses, on a fait colorier et apprendre des choses sur les drapeaux des pays francophones, etc. Quoi d'autre quand il y avait des points de grammaire, moi j'essayais d'apporter aussi des jeux. Par exemple, quand ils apprenaient les mots questions, qui, quand, etc. Ou les adjectifs de description, on a fait un qui est, par exemple, un qui est géant avec toute la classe, où un élève pensait à quelqu'un d'autre et il fallait trouver qui était cette personne en posant des questions. Voilà. Après, c'était assez varié l'expérience au Portugal parce que il y avait à la fois la classe, à la fois le club de français. Il y avait aussi, j'ai donné des cours particuliers à une réfugiée ukrainienne et j'ai fait des sensibilisations dans les écoles primaires. Donc, dans les écoles primaires, c'était totalement différent. On chantait la chanson 1, 2, 3, nous irons au bois. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il faut nous chanter ça? Bon, si tu veux, c'est une petite. En gros, c'est une comptine. C'est vraiment pour les enfants. On veut l'adapter à tous les âges parce que elle a des mots faciles comme le fait de compter 1, 2, 3, et elle a des phrases plus compliquées entre deux. Et en fait, mon prénom c'est cerise. Donc je jouais beaucoup avec ça, avec les enfants, en leur expliquant que mon prénom c'était un fruit. Et donc dans la chanson, ça parle de cueillir des cerises. Donc je les ai pas avec moi, mais j'avais des petites pancartes avec les chiffres, donc 1, 2, 3, et derrière ça expliquait la phrase qui allait être chantée en fait.
Donc ça faisait 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Et donc, avec les plus petits, on faisait une petite chorégraphie en mode cueillir des cerises et tout. Et avec les plus grands, on essayait de dire des phrases, mais au final, on finissait par faire une chorégraphie parce qu'ils ont besoin Et est-ce que les élèves doivent tirer au sort ou bien ils doivent juste prendre les cartes, numéroter? Non, pas du tout. En fait, c'était pour qu'ils comprennent ce que j'étais en train de dire. J'avais les chiffres qui étaient présentés sur une petite pancarte. Ok. Donc, tu vois, il y avait 1, 2, 3. Et donc, quand et derrière 1, 2, 3, et ben, je présentais. Ok. Mais... Ah, c'est une très bonne activité, là. Bon, c'était rigolo. Ok, vu que ta référente ou bien ton référent était absent, c'était référente ou bien référent? Cette référente. Ok. Elle était absente pour 1 mois. Ouais. Comment tu gérais la classe? L'évaluation ou bien la discipline et tout. Bon, comment tu gérais la classe? En fait, j'ai pas eu affaire à toutes les classes parce qu'il y en a qui ont quand même été remplacés. Mais c'était avec les plus petits, les plus jeunes, donc ils comprennent pas le français, ils ont pas de discipline, c'était un peu compliqué. Donc en général, j'avais préparé des activités plutôt calmes, plutôt des fiches, un peu comme la prof elle ferait en grammaire, parce que dès que ça commençait à être plus ludique, par exemple, j'avais fait un genre de jeu de 7 familles géant avec des personnages français de bande dessinée. Et ça partait n'importe quoi. Parce que, en fait, ils m'ont vue comme une personne sympathique en début d'année, qui n'est pas vraiment une professeure, mais qui n'est pas vraiment une élève. En plus, j'ai une bouille d'enfant, donc des fois, il y a même des professeurs qui pensaient que j'étais une élève. Donc, c'était difficile d'avoir une certaine autorité. Mais à un moment, j'ai dû monter le ton et j'ai dû en parler à une des professeurs qui est venue parce qu'il y a des fois où c'était vraiment intolérable. Il y avait un manque de respect énorme et ça, c'est vraiment difficile à gérer. Encore quand c'est juste des petits bavardages, des petits trucs qui se lancent dans la classe. Ça, je m'en fiche. Tant qu'il y en a 2, 3 qui écoutent, c'est pas grave. Mais quand c'est vraiment un brouhaha constant et qu'il n'y a personne qui peut se concentrer et moi, je peux même pas parler, oh non, c'était embêtant. Mais ça arrive aussi en France. Hein. Je pense que dès que le professeur est parti de la classe, c'est un peu le dawa. Oui, ça m'est même arrivé la semaine dernière. Il y a une classe de première. Bon, eux, ils ont un bon niveau en anglais. Ouais. Ok, donc normalement, bon, ils aiment parler aussi. Donc, ce que moi je fais de ce genre, donc on a des scènes à jouer parce qu'ils aiment jouer. Cette classe-là, un peu bavarde et donc ce que je fais donc il faut toujours bavarder. Tu es journaliste, tu vas présenter ces nouvelles, tout ceci, cela. Et mais des fois c'est un peu difficile hein, si le prof n'est pas là. Je dois souffrir parce qu'ils veulent me poser des questions personnelles, ok, au lieu de se concentrer sur ce qui se fait dans la classe, tu vois. C'est un peu difficile des fois, mais on gère. Mais après, en fait, le problème, c'est que c'était pendant un mois où moi, j'allais organiser plein d'événements à l'échelle de l'école, vu que c'était le mois de la francophonie. Donc, c'est vrai que même de les sensibiliser à m'aider à faire les choses et tout, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Ils sont quand même venus à tous les événements, type karaoké, la danse, le cinéma et tout ça. Mais de m'aider à le faire, non. Et quelle partie de la culture française penses-tu qu'ils ont beaucoup aimé? Tu les enseignes la culture française et qu'est-ce que tu penses qu'ils ont plus aimé de la culture française? Par exemple, avec le club de français, c'était à la fois en ligne et à la fois en présentiel. Donc en présentiel, j'avais plus des lycéens, c'était des personnes qui n'avaient pas cours de français mais qui venaient s'intéresser. Et en ligne, par exemple, à Noël, pour le calendrier de l'Avent, j'avais fait un post chaque jour sur la culture française. Et je m'étais beaucoup concentrée sur la culture par région, parce que j'ai l'impression qu'ils pensent vraiment que Paris, c'est uniquement la France, ou que la France est
uniquement Paris, je ne sais pas. Et donc, c'est la même chose au Ghana, hein. Parce que si tu parles de la France au Ghana, ils vont dire, ah, tu parles de Paris, Tour Eiffel, c'est tout, hein. Mais c'est ça, mais c'est normal, c'est la représentation internationale. Mais du coup, la France est quand même beaucoup plus riche que ça, surtout dans les régions, on a pas mal de traditions. Donc, on voyait les plats provençaux du sud, il y a le carnaval de Dunkerque par chez moi, je viens du nord de la France. Il y a toute la culture alsacienne, les danses. Comme le sandwich mélois que j'aime trop, ça vient de cette région. Je suis dans la région de Poitou. Ouais. Je suis à Mel, près de Poitiers. Là, ils ont aussi des beignets et tout. Bon. Ah, ok. Tu vois sandwich mélois, c'est très bien. Il y a tellement de particularités, que ce soit culinaire ou même. Et ils ont un dialecte aussi, un accent un peu différent. Tu vois, moi, des fois, les vendredis, je vais au marché. J'ai un ami qui est un peu vieux. Ok, il vend des beignets et je suis là, il a son accent, il essaie de m'enseigner et tout. Bon, c'est génial. Hein? Il y a beaucoup de diversité ici en France quand même. D'autres cultures. Après, j'ai quand même préféré le Portugal pour ça parce que la tradition, elle est vraiment respectée. Nous, comme on sait qu'à l'international, la France, ce qui fonctionne, c'est Paris, oui, baguette, Tour Eiffel, ils vont mettre l'accent sur cette influence-là et ils vont un peu délaisser tout le reste. Alors qu'au Portugal, vraiment, la tradition, elle est partout, c'est chéri, c'est vivant, c'est dynamique et les jeunes, ils s'y intéressent, que ce soit les tunes des étudiants qui chantent les chansons portugaises à merveille, à 50 sur scène, ça c'est fou. Enfin, il n'y a pas tout ça en France. Et ça, c'est des choses qui manquent. Et je trouve qu'on peut en apprendre de cette culture-là. T'as pu apprendre une chanson portugaise par hasard? Et tu viens bien nous chanter? Ah, mais on n'est pas un débat. Bon, du coup, Alessandra s'est fui. Ok. Elle a refusé de chanter, mais peut-être tu veux relever le défi. J'ai chanté 1, 2, 3, nous irons au bois. Hein. Maintenant en portugais. Oui. Non, tu as une belle voix quand même, mais j'avoue que vous deux, vous avez de belles voix et des voix mélodieuses que vous pouvez utiliser ici. Ouais, mais tu vois, je pense que nos micros, ils vont pas valoriser, ils vont pas mettre notre voix. Non, c'est faux. En fait, le problème, c'est le micro. Hein. Moi, je chante pas parce que je suis sûre que le micro va pas mettre la son. Il n'y a pas de problème avec le micro. Alexandra. Oui, Céris, oui, continue. Je ne peux pas la chanter parce qu'en plus, elle est chantée par un homme qui a une voix merveilleuse. Je pense que tu dois connaître, il faisait partie du... Alexandra, pardon. Il faisait partie du groupe... Alexandra connaît, oui. Elle connaît bien. Cartin? Non, attends. La chanson, c'est Au Jardin. J'ai oublié son nom. Elle connaît, mais elle ne veut pas chanter. Non, ça va aller. Non. Et c'est qui le chanteur? C'est Thiago Betancourt. Un très bon chanteur. Et cette chanson, elle est vraiment belle. Je sais pas, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai pleuré. Elle est très très belle, oui. Mais moi, je suis perdu, hein. C'est quelle chanson, ça? Attends, regarde. Je vais aller sur YouTube. Au moins une introduction de la chanson, tu vois. Écoute, moi, je n'avance pas à chanter, surtout une chanson de Thiago. Mais moi, en tout cas, je préfère... j'adore beaucoup la culture de ma région. Donc, moi, ce que je préfère, c'est les chants d'Alentejo. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'en connaître. Pas trop. En étant dans le Nord, pas trop. Voilà. je m'attendais. Mais... voilà, mes chansons préférées sont portugaises, elles sont des chansons de ma région. Ok.
Donc, je connais Thiago Bettencourt, mais en fait, cette chanson, Le Jardin, elle ne me parle pas trop. Et qu'est-ce que tu as plus, Céris, qu'est-ce que tu as plus aimé au Portugal? Beaucoup de choses. La nourriture, les personnes, justement les fêtes, parce que il y avait tout le temps, j'étais dans une ville qui n'est pas non plus considérée comme une ville très très grande, mais il y avait tout le temps quelque chose, tout le temps des événements, que ce soit des fois, il y a un jour, je me baladais, j'étais allée au marché, et là je vois, il y a une énorme scène de concert, mais quand je dis énorme, quand même, en plein air, c'est beaucoup. On verrait pas ça, on verrait ça en France peut-être pour le 14 juillet par exemple. Et là, j'ai demandé à un passant, il m'a dit, bah oui, ce soir, il y a ce groupe-là qui joue. Et j'ai envoyé un message à mon amie. Et elle a dit, oh là là, mais c'est un duo portugais super connu. En plus, c'est gratuit. Mais c'est fou. Donc, tu vois, c'est ce côté spontané et venez, on rassemble tout le monde, on fait ça et tout. Je sais pas. C'est bon. Même à l'école, ils avaient vraiment beaucoup d'activités qui étaient développées. Pour Halloween, ils ont fait toute une décoration sur le thème d'Harry Potter, incroyable. Pour la semaine de la Terre, ils avaient des présentations d'écologie, ils allaient faire une manifestation. Et vraiment, mon moment préféré, enfin un de mes moments préférés à l'école, ça a été pendant le Salão Pelusiano. En gros, ils avaient une fête où ils se sont tous déguisés comme au XVIIIe siècle pour célébrer... Ils sont déguisés au XVIIIe siècle. Ils se sont déguisés comme les personnes au XVIIIe siècle, donc avec des belles robes, les garçons, des costumes, etc. Vraiment des choses qui sont cousues à la main depuis 20 ans par les parents. Et c'est pour célébrer une œuvre de S. de Queiroz, je crois. Et ils ont fait une représentation théâtrale. On a eu un banquet, on est allé dans la ville et on a dansé. Enfin, c'est des trucs qui n'arriveraient pas en France. C'est pas possible. Pas envisageable. Et les gens, ils sont bénévoles, ils font ça gratuitement, ils sont investis dans ce qu'ils font. Les professeurs, ils ne travaillent pas autant en France qu'ils travaillent au Portugal, je trouve. C'est l'impression que j'ai. Oh oui. Ok. Et Alessandra, quel conseil peux-tu donner aux assistants de langue portugaise en France, ceux qui veulent venir? Alors, moi, je les conseille de s'engager plus dans le programme des assistants parce que moi, j'étais la première assistante ambassadrice du Portugal ici en France. Et après moi, il n'y en a eu qu'un seul assistant ambassadeur, Sergio. Donc, moi, je leur dirais de s'engager plus dans le programme et d'adhérer parce que de profiter de ce qui se fait en France aussi dans les associations portugaises pour mettre les étudiants en contact, de donner le maximum de ressources aux étudiants pour qu'ils puissent d'eux-mêmes s'intéresser à la culture lusophone, de ne pas rester focalisé sur que le Portugal, mais aussi d'aller dans les autres pays de la lusophonie parce que on est là. Si on est là pour parler de la culture portugaise, mais on a plus de matière si on va au-delà et si on montre toute la lusophonie. Et surtout de profiter de ce qui se fait déjà en France dans cette matière de la lusophonie et de montrer ses ressources aux étudiants, de montrer les opportunités qu'ils ont par la suite en tant que avec la langue portugaise en fait, en tant que natif ou juste du fait de parler portugais, les opportunités qu'ils peuvent avoir, parce qu'il faut savoir que le portugais il est considéré comme une langue rare et les entreprises françaises, selon la Chambre du commerce et industrie, c'est le premier, sont les premières à recruter au Portugal, donc parler portugais, c'est un grand avantage, parler portugais et français, c'est un grand avantage parce que beaucoup de monde parle anglais. Beaucoup de monde parle français, mais il n'y a pas autant de gens qui parlent portugais. Il y a bien sûr le portugais du Brésil, là il y a plus de gens.
mais des gens qui parlent parfaitement portugais et français, il n'y en a pas autant. Donc, je conseille aux assistants de venir, de s'entraîner dans cette langue, d'en profiter. Je leur dirai aussi s'ils ont l'opportunité, parce que moi, ça a été un peu particulier parce que moi, le programme des assistants, c'était mon job étudiant. Donc, leur dire qu'ils ont l'opportunité de faire le programme des assistants à côté de ses études, donc faire une année Erasmus ou faire une année en France et à côté le programme des assistants de langue. Je pense que c'est tout. Et nous avons quelques minutes pour la fin de la session. Céris, quel conseil pourrais-tu donner aux assistants de langue française qui veulent aller au Portugal? Déjà, je leur dirais que la barrière de la langue, il faut qu'ils l'oublient, parce que j'ai appris la base du portugais en 6 mois en ayant appris l'espagnol. En 6 mois? Bah, en fait, c'est une langue latine, donc avec le français et avec l'espagnol, bah, tu peux faire plus facilement un apprentissage rapide. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Si on s'y met, ça passe. Et de toute façon, j'avais tout oublié avant de venir, et après, c'est devenu. Donc, je leur dirais ça. Je leur dirais aussi de ne pas avoir peur de l'administration, parce que c'est vrai qu'ils nous en fait voir pas mal, de toutes les couleurs, mais en France aussi, je suppose, et qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut surtout s'entourer. On n'était que 14 assistants de langue au Portugal, c'est vraiment pas beaucoup si tu compares à l'Espagne, qui en a 350. Donc il faut être soudé et s'entraider, et aussi de pas avoir peur de s'imposer dans la classe. Moi, je l'ai pas fait assez, et on a quand même 25 heures par semaine, enfin si on compte aussi les heures de préparation, et c'est quand même beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à développer. Donc je leur dirais d'y aller à fond et de pas se restreindre. Ok. Et de profiter. Alessandra, sûrement. Et Alessandra, vu que tu es vice-présidente de l'Association internationale des assistants de langue, peux-tu nous parler un peu de l'association, comment joindre l'association, comment devenir adhérent, et les réseaux sociaux, comment vous suivre et tout? Ok, donc je partage le lien de l'association du site ici sur le chat. Je ne sais pas si qui nous voit peut voir le chat ou pas. Oui, c'est dans le chat. Oui. Okay. Du coup, l'Association internationale des assistants de langue, c'est une association qui a pour objectif de pérenniser un peu l'expérience de l'assistant, de l'assistanat, de mettre en contact les différents réseaux, les anciens assistants avec les nouveaux assistants, les futurs assistants, avec les professeurs des écoles, avec tous ceux qui puissent s'intéresser à l'enseignement, au partage des langues, au partage culturel, et de créer en fait un réseau solidaire en prolongeant l'expérience d'assistanat. Donc là, c'est une association qui est née il y a très peu de temps à l'initiative des assistants ambassadeurs de l'année dernière. Donc là, on est 23-24, donc 22-23. Donc il y a 3 projets qui sont en train de naître, ce sont les tout premiers, et qui vont mettre des avantages, vont donner des avantages aux futurs adhérents et à ceux qui sont déjà adhérents. Que ce soit dans le partage de ressources, que ce soit dans la mise en réseau avec des anciens assistants, que ce soit dans des guides d'accueil, de préparation, des conseils plus informels et formels aussi, mais plus dédiés chacun à l'académie ou à l'école où le futur assistant il ira, et aussi de réseau. Donc de se créer un réseau, de garder le contact avec les 4 coins du monde, parce que c'est un programme qui a une centaine de pays. Donc, je ne te coupe pas, mais si je veux devenir membre, je suis assistant de langue ou bien ancien assistant, qu'est-ce que je vais gagner à devenir? Si je veux être adhérent, qu'est-ce que je vais bénéficier de ça?
Voilà, c'est que tu vas avoir accès à des parties des projets privilégiés, notamment les partages de ressources pédagogiques. Il n'y a que les adhérents qui auront accès, donc ça va faciliter énormément le travail des futurs assistants. Il y a aussi la mise en réseau. On est en train de créer une carte de l'assistant où il y aura les données des assistants qui seront volontaires à les partager dans chaque académie, dans chaque pays. Donc ça va permettre une mise en réseau, partage d'expérience et le guide de l'assistant que c'est plutôt pour les futurs assistants. Donc ce genre de contenu il sera accessible que sur condition d'être adhérent à l'association. Ok. Et d'autres projets seront à venir, mais ils se construisent. Donc, il y aura tout un réseau alumni aussi, c'est l'idée. Donc, mais c'est ça, l'association, elle est née il n'y a même pas un an. Donc, c'est mieux de se concentrer déjà sur les 3 projets que nous nous sommes lancés, les mettre à disposition et se lancer dans un nouveau. Donc, il ne faut pas se lancer non plus partout et pas réussir à tout faire. Donc, là, j'invite qui le souhaite de rejoindre ces 3 projets qui sont en cours et qui le souhaite de proposer des nouveaux projets pour la suite. Je vais préciser que c'est hyper important d'adhérer à cette association en tant qu'assistant de langue ou bien ancien assistant pour créer des réseaux et puis pour faciliter votre tâche en tant qu'assistant. Si vous êtes assistant, il y a déjà des ressources pédagogiques et tout créées par l'association. Et donc, c'est juste, je pense, c'est juste 10 € pour les frais d'adhésion. Oui, et voilà. J'ai déjà affiché le site pour l'année. Oui, c'est ça. Donc, pour adhérer, c'est pour l'année. En fait, la page, il y a renouveler devenir membre et c'est 10 €. Après, on vous conseille de faire... donc, nous, on a créé le site à partir d'une plateforme qui s'appelle Yapla. Donc, cette plateforme, elle demande une cotisation, mais vous n'êtes pas obligé de la donner. Donc, vous avez juste à cocher la case que vous ne souhaitez pas donner cette cotisation et c'est que 10 € qui reviennent à l'association. Et l'objectif, après, de ce prélèvement, de ce paiement, c'est de pouvoir créer davantage de projets d'envergure, notamment cette année, par exemple, pour la première journée internationale des assistants de langue, on a partagé des ressources sur Internet parce que précisément, on n'avait pas beaucoup de ressources. Mais l'année prochaine, l'idée, ça serait peut-être créer un petit événement ou vraiment quelque chose. Donc, les financements, ça serait à créer des nouveaux projets, à créer des événements pour les assistants, pour le réseau des assistants. Donc, je vous conseille à tous d'y adhérer et d'y faire partie, parce que l'association, elle n'existe pas sans tous les assistants. OK. Donc, ça est sur les réseaux sociaux. Comment vous contacter? Oui, donc vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Je vais partager aussi l'adresse mail ici sur le chat. Okay. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là où nous sommes les plus actifs en ce moment. Pardon, je cherche le mail de l'association. OK. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est où nous sommes les plus actifs. Et une chose que je voulais, que je pense que c'est important par rapport à l'association, c'est qu'elle a aussi pour objectif de centraliser tous les petits projets des assistants. Donc, parce que chaque assistant partage son petit projet sur les réseaux, dans son petit coin, il est moins visible. Tandis que si là, on peut tous centraliser, il devient plus visible et accessible à l'ensemble des assistants. Donc, on invite aussi, quand il y a des publications sur Instagram ou quand il y a des projets que les assistants ils font avec leurs écoles, c'est aussi un moyen de crédibiliser leurs actions. Ils peuvent toujours passer par nous parce qu'on va toujours leur donner d'appui. Il faut savoir que l'association, on a l'appui du programme des assistants de langue chez France Éducation Internationale. Donc, ça sert aussi à
à donner de la crédibilité à l'assistant quand lui, il veut rentrer en contact avec son université pour partager le programme, ou quand il veut créer des activités au sein de leur école ou de leur lycée. Donc, l'association a pour objectif aussi de centraliser le projet de chaque assistant de langue. Donc, et l'objectif, c'est d'alimenter les réseaux sociaux avec les projets des assistants. Donc, que ce soit en collaborateur sur Instagram ou sur le site internet, il y aura toujours mention de l'assistant qui l'a créé. Et ça va donner plus de visibilité aussi à chacun des projets individuels. OK. Donc, vous pouvez contacter l'association, c'est donc par mail. Le mail est déjà affiché là ou sur Instagram. Là. Oui. Et Cerise, tes derniers mots? Profitez de votre année. Là, je pense que c'est bientôt les résultats des candidatures pour les assistants qui ont postulé pour 2024-2025. Je leur souhaite d'être pris s'ils sont venus à ce stream pour avoir des informations. Et s'ils ne le sont pas, c'est pas une raison pour pas retenter l'année d'après. Il y a plein de facteurs qui font que il y a eu trop de candidatures ou alors que ça correspondait moins. Mais il faut réessayer. Et de toute façon, je connais personne qui n'a pas été pris, même dans son pays, dans son second choix, etc. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Oui, je pense qu'il y a tellement de pays, tellement d'opportunités que beaucoup de monde arrive à trouver sa place. OK. C'est bon, ça. Donc, j'ai tellement aimé la session. J'ai beaucoup appris de Cerise et Alessandra. C'est une session très bien animée. La vidéo sera disponible sur YouTube, sur la chaîne Assistant Ambassadeur 2024. Donc, soyez branchés. Le podcast, c'est les mercredis et vendredis à partir de 18h de Paris. Et je pense 16h temps universel. Oui, je pense 16h temps universel. Donc, soyez branchés toujours. C'était l'épisode 9 du podcast Catalogue de l'assistant. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.